L'actualité du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux lundi 13 avril 2026, c'est maintenant. Vous êtes sur Renaud Décode, mais êtes-vous sûr d'être bien abonné? Est-ce que vous avez vérifié que vous avez bien activé la petite cloche? C'est très important pour ne pas louper les actus folles, parce que effectivement, ce monde est en train de se déconstruire, reconstruire et tout ça. Il faut trouver notre place là-dedans, et vous allez voir qu'il y a encore tout un tas de dingueries qu'il vous faut connaître aujourd'hui. Vous répéterez ça aux collègues, aux amis, aux proches, à tout le monde, mais faites mieux. Abonnez-vous, activez la petite cloche et dites à vos contacts de faire pareil. Voici la revue d'actu du jour avec, à la une aujourd'hui, j'ai décidé de mettre la France. Et je sais pas, un petit coup de cocorico. Alors certains d'entre vous dans les commentaires vont me dire hey, ce que tu nous dis là, ça aurait dû être fait il y a 30 ans. Et je vous dirai, vous n'avez pas tort, mais on va essayer de s'enjailler un petit peu. Allons-y pour cette revue d'actu web IA Digital Tech. Vous êtes prêts? Eh ben on y va. La France se libère réellement des Américains. Si, vraiment, ça y est. Ouais, bien sûr, les amis, je vous le dis. On a ce communiqué officiel, s'il vous plaît, de la DINUM, du département numérique du gouvernement, et on nous explique que ça y est, la rupture est enclenchée. Elle est plus que souhaitée, elle est plus que dans le blabla politique, machin truc qu'on n'arrive jamais à faire. Non, c'est enclenché. Ça y est, la DINUM montre la voie et le gouvernement tout entier est paré pour un avenir sans les logiciels, sans les OS américains. Parce que oui, c'est en train de se faire. La France a franchi un seuil plus que symbolique, tout à fait opérationnel, avec donc réuni à l'initiative du Premier ministre, donc on y va carrément, et autour de la ministre Anne Le Henaf que vous avez aperçu sur le communiqué ici, les voilà, les concernés, eh bien ils ont réuni à peu près tout le monde, à peu près tous les services numérique au ministère, également les opérateurs publics, c'est très très important, parce que c'est un peu là que le bas blesse parfois, des acteurs privés également, ils ont tous fait une grande messe, avec comme objectif sans détour de dire il faut qu'on arrête nos dépendances au numérique extra-européen. Dans le viseur, il y a clairement les États-Unis. Alors vous allez me dire, mais le torchon brûle-t-il avec Donald Trump? Eh ben absolument, mais c'est pas forcément nous qu'on a commencé. Nous, ça fait déjà 30 piges qu'on se fait piétiner la tronche, parce qu'on voit pas l'intérêt d'avoir une autre solution. Les Américains, c'est nos copains. Bon, sauf que c'est un peu moins nos copains maintenant. Du coup, ça fait bouger les politiques, les pouvoirs publics, et ça fait bouger un petit peu tout le monde. Surtout quand Donald Trump, je vous l'ai dit il y a quelques semaines sur Renaud Décode, commence à envoyer des messages du genre, tiens, la Cour pénale internationale, vous êtes sous Windows? Tiens, copain Microsoft, s'il te plaît, coupe-leur le truc. Hop, il n'y a plus de cour pénale internationale. C'est quand même un peu dingo ce truc-là. Ah, la France nous embête, on va lui mettre des taxes. Ils sont relous, les Français. Ils ont des ingénieurs et tout ça, ils peuvent prendre leur indépendance. Non, alors on va les embêter. Bon, toutes ces menaces-là, qui vont jusqu'à dire aux ambassadeurs des États-Unis ailleurs dans le monde, donc les ambassadeurs, voilà, traquez-moi tous les trucs qui pourraient faire en sorte que les autres pays du monde puissent prendre leur indépendance numérique. Parce que c'est plus qu'un soft power, c'est de la géostratégie. On est complètement pieds et poings liés. Bon, on l'est plus. On l'est plus, c'est décidé. La DINUM elle-même a ouvert le bal en montrant la voie du truc, puisqu'ils indiquent dans cette, je vais vous la remettre ici comme illustration, dans cette feuille de route, puisqu'il s'agit d'une feuille de route, que la France, les opérateurs publics, les ministères, tout ça, tout le monde va sortir du hardware, du software à tous les niveaux américains. La DINUM elle-même, pour elle-même, montre la voie en migrant l'ensemble de ses postes de Windows à Linux. Alors, je sais que les plus geeks d'entre vous vont me dire « Ouais, avec 25 piges de retard, soyez mignons, ils font qu'est-ce qu'ils peuvent et c'est mieux que rien. » Donc, les amis, la DINUM, ils sont 250. Et puis, c'est des geekos, ils vont passer sur une distribution Nix, je crois. Donc, c'est vraiment fait pour les développeurs, avec toute l'amitié que j'ai pour les geeks, bien évidemment. Bon, ça va pas correspondre à tout le monde, ils sont 250 agents, il n'y a pas énormément d'impact là-dessus. Mais on a, par exemple, la Caisse nationale d'assurance maladie. Là, il y a 80 000 agents, ils vont tout migrer. Alors, ils sont déjà en train de migrer pour beaucoup de ces services publics et parapublics et ministères, etc. Les ministères, c'est clair. Ils sont tous en train de se mettre déjà sur des logiciels open source, voilà, souverains. Donc, on les a. Tu peux couper tous les robinets que tu veux. On les a chez nous. Donc, finito, alors, je ne vais pas citer de marque, mais on part sur du CHAP,
pour de la messagerie, sur du visio pour les réunions, France Transfert pour les transferts, partage de fichiers, etc. entre services. Ça y est, ça, tout le monde migre, alors que ça change des habitudes des gens, hein, dans les collectivités, dans les ministères, dans les services publics, dans les administrations, tout ça, ça change les habitudes. C'est pas grave, on les change les habitudes. Fallait pas en prendre des mauvaises. Et après, allez-y, pour nous couper les robinets, les GAFAM, on se laissera pas faire. Le truc, il est en cours. Alors bien sûr, ça va prendre très longtemps parce qu'il faut aussi accompagner tout le monde. Il y a de la résistance au changement. Il faut changer tous les services support. Si vous cherchez du boulot à l'heure de l'IA, service support dans les transformations digitales, je pense que l'avenir vous avez un bon avenir devant vous. Il y a des beaux jours. Si vous cherchez du boulot parce que vous êtes disrupté par l'IA, profitez-en de ces gros projets là-dessus qui s'accompagnent aussi des changements donc de logiciels. Ça, c'est le plus simple. De systèmes d'OS. Il faut passer de Windows, pardon pour l'avoir pointé du doigt, mais c'est un peu ça le problème, de Windows à Linux. Et puis, il faut accompagner tout le monde là-dessus, avec en plus le cloud souverain, avec pas mal d'avancées. D'ailleurs, on nous a rappelé dans cette grand-messe là, les avancées qui ont déjà été faites, des économies aussi, en plus de gains de souveraineté, sur tout ce qui est nuage public, ça s'appelle comme ça, le marché interministériel, ça c'est que pour les ministères, qui depuis un petit moment, pour le périmètre de l'État, ils sont à 99% de nouvelles commandes depuis maintenant 1 an, ça y est, ça fait une année pleine, 99% de commandes qui sont souveraines. Alors bon, il y a des petits couacs là-dessus, certains disent que certaines solutions référencées comme souveraine, parfois elle s'appuie sur du Google. Oui, mais le principe c'est d'être souverain, dans le sens, si tu nous coupes le robinet, tout tourne quand même. Donc si c'est sur des serveurs français, qu'on peut couper avec des services qu'on a repris en open ou en licence Apache ou autre, mais qu'on a intégré chez nous, il n'y a pas de problème que ça vienne d'ailleurs. Au contraire, prenons le meilleur d'un peu partout. Par contre, il ne faut pas être menotté aux différents systèmes. Donc les amis, si vous bossez dans l'administration ou si vous connaissez des gens qui bossent dans l'administration, dites-leur tout haut, tout net, faut devenir geek, c'est le moment. Tu vas changer d'outil, tu vas changer d'OS, tu vas changer de cloud, tu vas changer de matériel, tu vas changer d'absolument tout. Sur toutes les couches, on a prévu de gagner en souveraineté numérique. C'est un très très gros chantier. Bien sûr, on n'avancera pas aussi vite qu'on veut. Là, on nous a quand même demandé, et alors c'est le ministère, le gouvernement et tout ça, nous disent que c'est un effort considérable qui est demandé, de faire au moins des plans dans tous les services concernés, de faire des plans de transformation d'ici à l'automne 2026. Bon, à l'échelle de tout ce qui se passe dans le monde, je suis pas sûr que faire des plans dans combien c'est quand dans l'automne, 6 mois, faire des plans, après il faut voir comment on applique les plans, après il faut trouver les ressources pour les plans, après il faut commencer à appliquer les plans. Bon, on fait des plans pour l'automne. Ça va jamais assez vite, mais bon, au moins, ça bouge. Ouais, ça n'a pas bougé depuis 25 piges. On est plutôt content de ça. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais bon, moi, je trouve qu'il faut féliciter tout ça. Vieux motard que jamais, comme on dit. Bon les amis, je reviens dans cette deuxième actualité de la revue sur un sujet que j'ai abordé avec vous beaucoup trop rapidement sur un point qui est celui de la nouvelle intelligence artificielle de chez Meta. Je l'ai abordé vendredi avec vous. Je vous ai indiqué que cette nouvelle IA de chez Meta, donc disponible, gratuite, voilà. Je vous ai indiqué que c'était vous le produit, mais j'avais pas encore toutes les informations qui ont commencé à circuler ce week-end sur à quel point c'est vous le produit dans ce bazar. Donc les amis, ça c'est meta.ai, donc c'est le service qui existe déjà depuis un petit moment, le service d'intelligence artificielle du groupe Meta, Mark Zuckerberg avec tout le monde, les copains, et on a un nouveau modèle qui est sorti, c'est pour ça que je vous en ai parlé vendredi, qui s'appelle Muse Spark, et quand on va voir dans LM Arena, ce truc qui permet de comparer notre ressenti à nous, quand on donne un prompt à une IA, il y a 2 IA qui répondent et on nous dit pas quel est le modèle, on nous demande laquelle des 2 réponses on a préféré, on vote et ça nous fait un classement. Et dans ce classement, pour ce qui est des intelligences artificielles génératives de texte, les LLM classiques qu'on utilise tous, Muse Spark il est là-haut. C'est pas rien les amis, c'est pas une mince affaire. Il y a que Claude Opus 4.6 qui est devant. Il surclasse absolument tous les autres. Enfin, il est devant tous les autres. C'est quand même absolument dingue de voir que le premier modèle frontière commerciale de chez Meta
eh ben, il est propulsé devant les dernières versions de Gemini, de Grok, les dernières versions de chez OpenAI. Il a devancé tout le monde, sauf Claude Opus 4.6, et encore, il est vraiment pas loin. Le truc est dingo, d'autant que le truc, il est gratuit. Du coup, on se précipite là-dessus. Alors, il n'a pas toutes les fonctionnalités, mais le modèle est surpuissant, c'est un fait. Bon, il y a un truc que je vous ai vaguement montré vendredi quand je vous en ai parlé, c'est ce truc de la petite flèche là. Comment? C'est pas une flèche, c'est un petit avion en papier. Le côté partage. Là, si je clique dessus, ça fait un copier. Un copier de quoi? Non, en fait, ça envoie. Ah, bah, ça copie le lien, d'accord. Mais si je vais dans mon profil en bas à gauche, eh ben, je me rends compte que le même petit bichou ici, il nous indique d'autres trucs et des liens vers les réseaux sociaux. Les amis, il y a un gros truc qui est sorti ce week-end et qui m'invite à pondérer ce que je vous ai dit vendredi. Oui, l'IA est surpuissante, oui, l'IA est gratuite pour l'instant chez Meta, et oui, forcément, c'est toi le produit. Mais, ou plutôt, on commence à voir pas mal de retours d'expérience de gens qui notamment ont utilisé pour aller sur Meta AI leur compte Meta, le même qui gère Facebook, Instagram, etc. Pourquoi tu te créerais un autre compte? Il n'y a pas de raison. Bon, tu crées ton compte et donc il se retrouve lié avec Instagram, et ben il y en a pas mal qui nous expliquent que tous leurs copains ont reçu une petite alerte, tiens, nouvelle notification de la part de Renault, il utilise Meta AI. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Pire que ça, on se rend compte également que par maladresse, c'est pas du hacking, c'est pas de l'inquisition de la part de Meta, mais il y en a pas mal avec ces petites flèches qui sont en train de changer en ce moment, nous dit Meta. Bon, c'est vrai qu'il y en a une qui a changé déjà. Et on se rend compte qu'il y en a plein, il y a plein de gens partout qui ont partagé sur Instagram en un clic, bim, leur conversation privée, là où ils étaient en train de parler de leurs amoureux, de leurs amoureuses, de leurs maladies, de leurs difficultés, de leur patron qui est pas gentil, tout ça, hop là, balancé sur Insta. Bon, ça c'est un peu le principe de l'intelligence artificielle sociale qu'on connaît déjà depuis Grok, puisque vous le savez, il y a une intégration très très forte dans le réseau X de la part de Grok. Ça, vous le savez tous, à tel point que Grok se nourrit de toutes les données qui sont fournies dans X. Oui, pourquoi s'en priver? Voilà, pour notamment être super performant sur toute la recherche d'actu en temps réel. Puis si c'est vrai, si c'est faux, on se débrouille avec le truc. Bon, on aime ou on n'aime pas, ça fait des forces de la part de Grok, mais ça fait aussi des trucs qui peuvent avoir des dérives. Là, on a passé un cap, je vous le montre avec le pouce, comme ça, voilà. On a passé un cap avec comment qui s'appelle Muse Spark, en tout cas avec les services de Meta AI, qui du coup s'emploient à nous faire tout un tas de trucs en disant on est responsable et tout ça. Les amis, je vous l'aurais dit, méfiez-vous de la confidentialité de vos données, sachant qu'en plus dans Meta AI, vous n'avez nulle part la petite case à cocher t'as pas le droit de t'entraîner sur mes données. Ça veut dire qu'ils s'entraînent, voilà. T'as pas le droit non plus de choisir des choses, puisqu'en fait c'est dans ton profil Meta qui se trouve à un autre endroit et pas dans Meta AI. Donc le truc est un peu opaque, pour le moins. Bon, on attend la réponse européenne et des législateurs qui vont à mon avis tomber sur le paletot du truc dans quelques temps, trop longtemps, sans se rendre compte que c'est arrivé et quand il sera trop tard. Mais en l'occurrence, faites gaffe à vos données, notamment parce qu'il semble bien, selon pas mal de tests un petit peu partout, que ça marche aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce que vous pouvez publier sur les réseaux sociaux, vos petits messages, les commentaires, vos publications, vos photos, vos images, vos passions, ce que vous aimez sur Insta, sur Facebook, sur Thread et ailleurs, eh bien ça a l'air de nourrir également l'inférence du modèle Muse Spark dans Meta AI qui du coup nous dit on va pouvoir vous répondre de façon hyper personnalisée et satisfaisante, bien plus que les autres IA, parce qu'on vous connaît. Ouais, du coup, où vont les données? Quelles données? Elles sont pas triées, on n'a pas la main dessus. Bref, méfiez-vous là-dessus. Alors on peut hésiter à se dire mais Renaud, ça va être super performant ce truc-là, et on peut aussi se dire mais Renaud, c'est une violation de vie privée et de données et ça passera jamais. En tout cas, c'est là. Faites attention à ça, ou profitez-en si vous kiffez le truc, mais on est dans une ère où Meta n'a pas juste sorti un modèle IA pour concurrencer les autres géants du numérique américain, il nous a sorti un autre délire, une IA sociale native, je sais pas comment on peut dire le truc, d'abord bâtie sur vos données sociales, réseaux sociaux, pour ensuite s'améliorer quand vous l'utilisez directement en inférence. Voilà, vous êtes au courant, faites attention, voilà, gardez l'esprit critique et ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, c'est la petite phrase de daron qui va bien pour cette actu.
Les amis, le vrai choc de ces derniers jours, il nous vient d'un des plus brillants cerveaux de l'intelligence artificielle, si ce n'est le plus brillant, en tout cas dans mes yeux, oui, mais après, c'est les yeux de chacun. Je suis parfaitement amoureux de ce monsieur qui s'appelle Demis Hassabis, qui est le patron. Alors, je vais pas trop vous montrer, pardon, je suis en train de cogiter au truc. Faut pas trop que je vous montre d'images de YouTube parce que sinon je vais avoir des problèmes sur YouTube. Donc, Demis Hassabis, qui est le patron, CEO, dirigeant de Google DeepMind. Le créateur de DeepMind avant que ce soit racheté par Google, et donc le génie. C'est un génie, prix Nobel de chimie en 2024, AlphaFold chez Google et chez DeepMind pour le coup, enfin des avancées scientifiques majeures sur la prévision du positionnement des protéines. Enfin, vous irez voir l'histoire de ce gars-là, c'est absolument magnifique. Enfin, c'est pas lui tout seul, hein, c'est toutes ses équipes. Et aujourd'hui, ces dernières années, il est un peu discret sur l'intelligence artificielle quand on la voit globalement, qu'est-ce qu'il pense de ChatGPT, qu'est-ce qu'il pense du marché de l'IA, lui qui est un génie dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense? Et jusqu'à présent, il a metté un petit peu en vieilleuse, jusqu'à présent, parce que oui, il a fait des sorties. Alors je vous mettrai en lien, alors tous les liens, les amis, de tout ce dont je vous parle, c'est retrouvable sur le site renaud-descodes.fr. Je vous mets les articles complets, les liens, etc., pour suivre le truc. Mais je vous recommande d'aller voir Demis Hassabis, notamment dans un podcast qu'il a fait avec Cléo Abram. Vous pouvez taper ça, Cléo Abram, A-B-R-A-M. Bon, ce podcast ou un autre, parce qu'il commence à prendre pas mal la parole Demis Hassabis, et il dit des trucs absolument dingos, notamment sur l'AGI, cette intelligence artificielle générale, qui arrivera peut-être jamais, ou dans 30 piges, une IA qui sait globalement tout mieux que les humains, qui est capable de réfléchir et de travailler en autonomie, et qui du coup va déclencher le fait qu'elle va auto-apprendre de ce qu'elle va pouvoir découvrir elle-même, que nous, les humains, n'avons jamais découvert, et que du coup, ça va nous dépasser, ça va être l'espèce la plus intelligente sur la planète, cette AGI, et nous, les petits humains, avec notre ego démesuré, on va se sentir tout petit. Qu'est-ce qu'il en pense, Demis Hassabis, de l'AGI? Il nous dit très clairement que pour lui, c'est là. On est en train d'y aller tout droit. Il nous dit que c'est à la fois une bonne chose, et à la fois, il n'aurait pas voulu que les choses se fassent comme ça. Il pense que oui, l'AGI arrivera dans 5 ans. Il nous dit vraiment, si vous voulez que je vous donne un truc prudent, je vais vous dire 10 ans, mais c'est sûr, 10 ans max, 5 ans, on a l'AGI, et il alerte directement, et très froidement, il est très posé ce gars-là, et il nous dit très clairement, on n'est pas prêt, l'humanité n'est pas prête, et de toute façon, c'est trop tard. On n'arrivera pas à se préparer, ce truc nous a complètement échappé d'un point de vue commercial et aussi géostratégique, parce que c'est ça qu'il nous explique. Il nous dit que c'est sorti trop tôt. L'intelligence artificielle, nous dit Demis Hassabis, c'est une grosse révolution, mais c'est une révolution qui en fait était présente, c'est lui qui nous le dit, déjà depuis un petit moment dans tous les labos de recherche. Voilà, que ce soit dans le privé ou dans le public, et il nous dit notamment dans tout ce qui est recherche autour du médical, de la chimie, de la physique, des matériaux, de l'énergie, tout ça, en fait, on avait tous les grands laboratoires sur la planète avaient déjà des systèmes comparables à ChatGPT. Ils voyaient aussi clairement les défauts, notamment les hallucinations, voir comment on gère ça dans un environnement de recherche scientifique où il ne faut pas se gourer. Et en fait, il a été surpris, comme nous dit-il, tous ses confrères. Alors, ils avaient tous plus ou moins des LLM, des réseaux neuronaux, ça existe depuis un petit moment, et ils bossaient là-dessus à des fins de recherche. Et puis, c'est OpenAI, nous dit-il, qui a pris tout le monde de court. Ah, ça y est, il se lâche, le petit Demis Hassabis de chez Google DeepMind. Et même nous, chez Google, on a dû activer le bouton rouge, alarme totale générale chez Google, pour changer toute l'entreprise Google, enfin Alphabet, un truc global absolument dingo, et se mettre absolument à l'IA et mettre de l'IA partout. Mais nous dit-il, c'est de la faute, il dit pas que c'est de la faute, mais ça vient de chez OpenAI. Il le regrette pas concrètement, il dit ça a permis à tout le monde de découvrir l'IA et de pouvoir commencer à se préparer au truc, au moins pour une certaine partie de la population, mais Demis Hassabis nous dit, c'est un danger. On a vu tout de suite, quand c'est sorti publiquement, que le côté santé, énergie, toutes les recherches sur les matériaux, sur les vaccins, sur les traitements, sur les médicaments. Vous savez que c'est une des activités, enfin vous savez peut-être pas, c'est une des activités de Demis Hassabis. Il est aussi patron de Isomorphic. Le but du jeu, chez eux, alors c'est dans la lignée d'AlphaFold, c'est de fabriquer des médicaments pour à peu près toutes les maladies imaginables.
Donc pour lui, ça aurait dû rester en labo de recherche avec le CERN, avec un consortium international où chacun fait des avancées publiques, les partage avec d'autres chercheurs à travers le monde, et puis hop, on refait d'autres avancées. Et en fait, nous dit-il, quand OpenAI est sorti de ChatGPT, ça a tout pété. Ça a tout, voilà, c'est le mot, ça a tout cassé dans cette logique-là, puisque c'est sorti au grand public, et du coup, beaucoup de fonds, beaucoup de ressources, beaucoup de chercheurs ont été mobilisés sur des problématiques commerciales, marketing, parce qu'il y a beaucoup de pognon, il y a cette bulle de l'IA qui n'en finit pas d'enfler, et du coup tout le monde est parti là-dessus. Et il regrette, Demis Hassabis notamment, parce que selon lui, c'était cousu de fil blanc, que dès que ça avait échappé au laboratoire, c'est les tourner sur n'importe qui sur la planète fait des petites images rigolotes, plutôt que de concentrer les ressources sur la recherche fondamentale pour nous aider, nous les petits humains. Et il nous dit aussi qu'il savait dès le début que ça allait échapper, parce que tout le monde allait faire la course à l'échalote pour avoir le plus gros capital, celui qui mettrait la main le premier sur l'AGI grand public, et il nous dit que c'est pour ça que ça va arriver très 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 vite, alors que clairement on n'a pas du tout pris encore le meilleur de ce qu'était capable de nous fournir l'intelligence artificielle, et que ça arrivera donc plus tard un petit peu partout. Il est très lucide, Demis Hassabis. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ses prises de parole récentes. Jusqu'avant il parlait pas trop, mais là il nous dit ce qui va se passer, et il est froid, il est ni positif, ni optimiste ni pessimiste. Il nous dit quand même que oui, la GI va arriver trop vite pour que n'importe quel gouvernement, n'importe quel organisme sur la planète puisse s'y préparer. Les gens ne sont pas prêts, ça va faire péter les sociétés, ça va être une fracture cognitive à tous les niveaux. Il y a ceux qui vont pouvoir se payer la technologie, ceux qui ne l'auront pas. Oui, l'impact sur l'emploi, il est juste monstrueux. Il nous explique en gros que selon lui, son échelle, il a calculé des trucs dans sa petite tronche, il nous dit que l'échelle pour lui, c'est l'équivalent de 10 révolutions industrielles. Quand vous voyez les impacts d'une révolution industrielle, on n'a pas connu beaucoup dans l'humanité, pour lui c'est 10 révolutions industrielles, sauf que c'est ramassé sur une décennie plutôt que sur un siècle. Et donc ça peut faire que des dégâts un petit peu partout. Bon, il est assez confiant sur le fait qu'on trouve un autre modèle de société mondiale. Bon, on verra bien s'il a raison ou pas, mais je vous conseille d'aller suivre ce gars qui est quand même super inspirant dans ses propos. Pardon, je suis de parti pris, je vous l'ai dit, je le kiffe ce gars-là. J'aime bien les gens très 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 intelligents. Ah oui, vous aussi. Donc allez le suivre, vous verrez un petit peu ce qu'il raconte là-dessus. Il y a des côtés flippants, je vous en ai parlé, mais il y a des côtés aussi où il faut être lucide sur les choses pour pouvoir affronter le futur et le forger ensemble. C'est mon avis, vous en faites qu'est-ce que vous voulez. Et vous me reprochez souvent, quand vous n'avez pas trop raison, de vous parler d'intelligence artificielle pour l'ensemble du monde, pour le grand public, pour l'humanité, pour les enfants à l'école, pour nous dans nos emplois, et de pas assez parler du business. Vas-y, comment qu'on fait des ronds? Explique-nous, Renaud, comment on fait de la tunasse, de l'argent facile avec l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y a plein de pimpins, experts plus ou moins en IA, sur LinkedIn et ailleurs, qui vous vendent monts et merveilles en vous disant comment faire fortune avec l'IA. Et très souvent, vous revenez dans la communauté, voilà, et discuter avec tout le monde, mais voilà, c'est ici, renaud-descodes.fr, venez discuter de tout ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà réussi à faire fortune sur la durée? Parce que tu as à peine fabriqué un truc, que 3 mois après, tout le monde peut le faire aussi grâce à l'IA, et du coup, ton business, il dure pas longtemps. Vous voulez un bon exemple de business qui fonctionne? Eh bien, allez voir du côté de Alan. Alors, cette vidéo est absolument pas sponsorisée, vous imaginez bien le truc, c'est de la revue d'actu, mais Alan est en train de communiquer, enfin, j'ai envie de dire. Alors, Alan, c'est des assurances, voilà, complètement disruptif, le modèle de chez Alan, dans un milieu qui était celui des assurances, maladie, tout ça, machin. Ok, quand même, jusqu'à ce qu'arrive Alan en France, c'était quand même hyper sclérosé, hyper administratif, etc. Alan déboule, et donc en 2016, oui, ils viennent de fêter leur 10 piges. Le fondateur de Alan, c'est aussi un des cofondateurs de Mistral AI, donc voilà, le mec est quand même très très orienté sur la disruption, il n'y a pas de souci. Et Alan a complètement disrupté ce marché qui était quand même, on va dire, il reposait sur ses acquis, on va dire ça gentiment comme ça. Si vous voulez un exemple de ce qu'il faut faire avec l'IA dans les entreprises, allez regarder du côté d'Alan, parce qu'il nous explique comment eux, ils ont gagné 40% de productivité avec l'intelligence artificielle. Et non, c'est ça le message essentiel que je veux vous passer, et non, le principe chez eux n'a pas été de remplacer des humains par de l'intelligence artificielle. Ils ont fait exactement le contraire. Donc je vous recommande, si vous avez
des velléités dans votre boîte ou d'avoir une boîte à vous ou de parler à votre patron ou si vous êtes vous-même patron, allez regarder ce que sort Alan puisqu'il commence à communiquer dessus. Vous irez voir, il y a des communiqués de presse, des blogs, etc. Pareil, je vous mettrai des liens à retrouver dans les articles sur renault-decode.fr. 40% de gains de productivité. Alors, ils viennent de lever des fonds, hein, les zouzous de chez Alan. Donc, c'est une licorne française. Hein, ils sont valorisés 5 milliards d'euros, si mes souvenirs sont bons. Ils ont bouclé une levée de fonds récente avec Kylian Mbappé dedans. Ah oui, il y avait déjà Antoine Griezmann, voilà, mais parce qu'ils font des applications rigolotes aussi, Alan, avec l'IA et avec des artistes, j'allais dire, pas quand même Renault, des footballeurs, des sportifs, etc. etc. Pour vous dire quelques mots là-dessus, 40% de gains de productivité, tout le monde en a envie, et chaque patron qui se dit 40% de productivité à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est facile, je vire les gens, je mets de l'IA à la place. Tout l'inverse chez Alan, qui a décidé de remplacer ou d'améliorer ses offres avec l'intelligence artificielle, pas sa façon de les produire, la qualité des offres, envoyer beaucoup plus de lourd, envoyer des choses beaucoup plus efficaces, faire les choses également beaucoup plus efficacement dans l'offre qu'on propose à ses clients et non pas en interne dans l'entreprise. En France, c'est un tort, c'est un défaut, je vous l'aurais dit dans cette revue d'actu, mais voilà, j'espère que ça tombera pas dans les oreilles de sourds, vous le répéterez à votre patron gentiment pour pas qu'il se braque. Mettre de l'IA dans une entreprise, c'est pas mettre l'IA dans l'arrière-cour, dans le back-office, dans l'administratif de l'entreprise. Ben oui, vous pouvez, si ça le mérite, mais pas que. C'est surtout mettre de l'IA dans les offres, dans ce qu'on propose. Et en l'occurrence, Alan, c'est un assureur, donc ils se sont dit ce serait pas idiot si on pouvait faire du service client 24/24 directement avec Mo, c'est comme ça que s'appelle leur petit assistant. Et pour le coup, ils ont recruté des humains pour faire en sorte que l'assistant, donc super finement entraîné de chez Alan, Mo, puisse faire un assistant médical. Du coup, tout le monde utilise cet assistant médical qui est à disposition dans Alan, même la nuit, 7 jours sur 7, etc., le dimanche, etc., etc. Mais Alan a recruté des médecins pour valider toutes les réponses de Mo. Alors, certaines de ces réponses, elles sont validées a priori, c'est-à-dire qu'on sait que là, il n'y a pas d'enjeu. Dès qu'il y a un enjeu, bim, 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 ça envoie direct à un médecin. Et donc, l'IA, l'automatisation, tout ça, sert à récolter les questions des gens pour aller très, très vite les fournir à un médecin et uniquement quand il y a besoin. Donc, le truc est super malin. Résultat, ça pète tous les scores en termes de satisfaction client. Je crois qu'ils sont à 95% de satisfaction client parce que tu les appelles un dimanche à 23h, bim, t'as Mo qui te répond et tu sais que t'as un médecin qui a checké le truc. Donc c'est magnifique. Vous voyez cet exemple-là, je vous parlais de la gamification par exemple avec Mbappé. Sur Alan, vous pouvez courir avec Mbappé. Faites un concours. À mon avis, c'est pas le vrai de l'autre côté. Ou il faut pas le faire les jours de match. Bref, on vous incite à faire du sport, à faire des sorties avec des trucs de gamification, avec des sportifs, etc. Bref, on vous à bien dormir, à bien vous nourrir. Il y a des psys disponibles, etc. Pareil, c'est de l'IA pour faire des avatars, pour faire des jeux, pour faire tout un tas de trucs, histoire de faire en sorte que vos clients vous coûtent moins cher. Vous voyez, c'est un assureur. Vous voyez la logique aussi? Ayez la même dans votre entreprise. Comment faire en sorte de devancer les questions, les besoins de mes clients pour qu'en fait ils soient trop captifs avec moi et pour faire en sorte qu'ils aient le moins de soucis possible. Comme ça me coûte moins cher pour mes humains dans l'entreprise qui peuvent se concentrer sur autre chose. Voilà. Et puis il y a bien sûr tout le back-office où ils ont fait tout ce qui est reconnaissance de caractère en automatique avec des solutions de Mistral, me semble-t-il, mais je suis pas sûr de moi, pour reconnaître en automatique tous les documents que vous leur envoyez. Et puis ils ont fait tout un circuit, un workflow sur toutes vos demandes à peu près classiques et banales de remboursement, de frais, de suivi, de machin. Boum, ça passe par des automatisations, pardon pour le terme workflow, automatisation, IA, agent, etc. Boum, boum, boum. Et il n'y a que les exceptions qui vont chez des humains qui traitent manuellement le truc. Du coup, ça va beaucoup plus vite dans la plupart des cas, ou alors c'est traité très, 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 très sérieusement par des humains. Et donc, ça recrute chez Alan. Bon, prenez-en de la graine pour vos entreprises. Vous m'avez tous réclamé de vous faire un petit sujet sur l'IA en entreprise réellement et en vecteur de je veux gagner plus de pognon, faites-le vertueusement et allez regarder ce que fait Alan. Je pense que c'est un très très bon exemple entre disruption, IA plus humain, valeur ajoutée de l'IA et des automatisations, mais qui ne nuisent pas au développement de l'entreprise, au contraire, qui font gagner en productivité, mais qui apportent du service supplémentaire. Vous en ferez ce que vous voudrez. Il y a probablement des trucs aussi critiquables chez Alan, donc vous ferez quand même attention. Faites pas pareil, ça sert à rien, mais ayez un petit peu les mêmes pensées
que celle que je viens de vous décrire dans vos business à vous. Je pose ça là, maintenant, retournons un petit peu dans les business et visibilité classiques de chacun à l'heure de l'intelligence artificielle. Je poursuis le petit sujet juste maintenant. Avec rapidement une étude qui est sortie et qui va plaire ou pas plaire d'ailleurs à tous ceux qui parmi vous s'intéressent au SEO, au référencement naturel. Donc en gros, dans votre activité, alors souvent dans les entreprises, mais ça peut être aussi le cas à titre individuel, personnel, créateur de contenu ou une association, etc., vous avez besoin de visibilité sur le web. 2 alertes là-dessus. Une alerte que je vous ai déjà dit à peu près 4000 fois, mais je vais vous la redire rapidement quand même. Et puis une alerte qui vient de sortir et dont il faut absolument que je vous parle. Alerte sur votre visibilité sur le web. Première alerte, la France est aujourd'hui, celle que je vous ai déjà dit, l'alerte que je vous ai déjà donnée régulièrement sur Renaud Décode, la France est aujourd'hui le seul pays au monde dans lequel Google, le moteur de recherche historique, n'est pas passé en mode intelligence artificielle. La France prend un retard incroyable là-dessus, dans ses usages du web, parce que oui, sur Renaud Décode, vous êtes des aficionados, l'IA, tout ça, machin, vous avez pris les choses en main, et le digital, ça vous fait pas peur, et la transformation encore moins, voire ça vous fait kiffer, mais la majorité des gens dans notre petit pays, en fait, ils changent pas leurs habitudes tant qu'ils peuvent ne pas changer leurs habitudes. Donc, quand on leur demande un truc, une recette de tarte aux pommes, ils vont demander à qui ? À Google, le moteur de recherche à l'ancienne, qui dans tous les autres pays, également européens, c'est pas une question de législation européenne, c'est une question de frilosité de Google d'aller en France où il y a un truc de droit voisin qui peut les embêter. Je ferme la parenthèse administrative et juridique un petit peu relou. Mais en tout cas, Google n'a pas déployé en France et que en France la partie AI Mode, la partie AI Overviews, bref, le nouveau moteur de recherche Google. Donc nous en France, on dort tranquille, on ferme les paupières, on fait une grosse sieste et qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un usager de Google, on ne change pas nos habitudes. Sauf que partout où AI Overviews ou le AI Mode est passé dans Google, donc Google est arrivé en nouvelle génération, en fait, les impacts ont été cataclysmiques, puisqu'en fait, en termes d'usage, on demande une recette de tarte aux pommes, je ne sais plus quel était mon exemple bidon de tout à l'heure, et plutôt que de scroller dans tous les résultats de recherche interminables de Google, on a nos petits AI Overviews, où on a une réponse générée par l'IA, avec ce qu'il faut, avec les liens, etc., qui ne sont pas d'ailleurs les liens du même classement. Quand on est une entreprise et qu'on veut de la visibilité, en mode AI Mode ou en mode AI Overviews, si ça se trouve, on perd 30, 40, 60% en fonction de notre activité, de nos concurrents, etc., de trafic, de visibilité, de trafic acquis via le web. Et ça, ça fait tomber des business. Je suis très sérieux, ça coule des boîtes. Si vous coupez demain un tiers de ce qui vous apporte des prospects, des futurs nouveaux clients dans votre entreprise, à cause de ce genre de choses, hop, on a branché le AI Mode et AI Overviews, bim, 30% de prospects en moins. C'est toute votre activité qui s'écroule, c'est toute l'entreprise qui tombe, parce que plus de développement commercial, parce que trop de charges, parce que etc. On fait plus de marge, même si on continue à faire un peu de chiffre d'affaires sur les clients existants, et puis on coule, et puis remonter la pente, c'est très très compliqué en France. Donc c'est un vrai cataclysme ce truc-là. Donc méfiez-vous de ça. Vous allez me dire, c'est pas grave, puisqu'il y a des malins parmi nous qui sont en train de se mettre en visibilité web en mode intelligence artificielle. Certes, il y a les gens qui utilisent Google, mais de plus en plus, la part reste très petite. Les gens avertis commencent à utiliser des chats GPT, voire plus avertis, des Perplexity pour faire leur recherche web. Ils vont plus sur Google. Oui, mais attendez, derrière Google, c'est Google la boîte quand même. Donc, à mon avis, ça va pas se lâcher comme ça, cette histoire. Et donc, on se dit, il suffit d'être plutôt référencé par les IA plutôt que par les moteurs de recherche historiques comme Google. Sauf que là, les amis, on a un vrai problème avec cette étude. Pareil, je vous mettrai les liens et vous pourrez aller la regarder, qui nous démontre que on a un vrai problème dans les fan-out queries. Alors la logique, cette logique-là, c'est que quand vous faites une recherche, alors non pas avec Google, non pas avec Perplexity non plus. Perplexity, c'est un outil très particulier. Lui, c'est le vrai concurrent de Google. Perplexity, il a un index du web et quand vous faites une recherche, il va d'abord regarder dans l'index ce qu'il trouve pour ensuite vous formaliser une réponse avec l'IA. Donc lui, c'est un vrai moteur de recherche, moteur de trouve, on va dire ça comme ça, sur le web. Mais quand on utilise Gemini, ChatGPT, Claude, etc., la logique de ces LLM, de ces intelligences artificielles, est différente en ce qui concerne la recherche du web. En fait, elles vous font d'abord
une première passe de réponse avec le LLM, puis pour améliorer la réponse qu'ils sont en train de vous faire, ils vont piocher à ce moment-là sur des sites web des bouts des petits morceaux de contenu à droite et à gauche pour alimenter leur contexte, pour vous fournir une réponse un peu plus probante et sympa. Ça, c'est la logique du Fallout qui consiste à dire que l'IA qui vous répond, qui va structurer votre réponse, mettons ChatGPT, elle va, en fonction de ce que vous lui demandez, en fonction de vos habitudes, en fonction du contexte, en fonction de plein de choses, votre configuration personnalisée, etc., etc., elle va mener des requêtes. Elle va faire comme si elle envoyait des requêtes de recherche à un moteur de recherche pour aller récupérer des petits bouts des sites qui ressortent. Sauf qu'elle ne fait pas une vraie recherche comme vous la feriez. Elle fait des tas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites recherches, puis elle voit les sites qui ressortent à ce moment-là pour en retirer des petits bouts. Le vrai problème, et que nous révèle notamment cette étude, c'est que beaucoup de ces recherches se font en anglais. Donc non seulement ça ne respecte pas les classements que nous on connaît, non seulement la France est un cas particulier qui ne voit pas les trucs venir et donc les ressources, on ne comprend pas comment elles sont trouvées aujourd'hui, mais en plus l'étude nous montre que le taux est absolument dingo, il n'y a aucune langue non anglophone, donc c'est très orienté anglais, qui est analysée, qui passe sous la barre des 60% de recherches faites avec la langue. C'est-à-dire que quand vous êtes un utilisateur français, que vous utilisez ChatGPT, les petites requêtes que fait l'IA, elle les fait en anglais. Donc, elle ne tombe pas sur nos sites à nous. Elle tombe sur d'autres sites, puisque les Français, ils n'ont pas fait leur site en version anglaise. Et voilà ce qui se passe. Bref, on est encore plus détruit par tout ce qui est en train de se passer autour de la visibilité web. Il faut que vous compreniez ce truc-là. Il n'y a pas forcément de recette, à part de faire ses sites en anglais, ou d'aller très très vite en concurrence internationale, ou de se plaindre à ChatGPT pour qu'il intègre des résultats français. Mais en l'occurrence, faites attention, parce que tout ça est en train d'arriver, que ce soit sur Google, on est la dernière roue du carrosse, ça va faire très mal quand l'IA va sortir dans Google, que ce soit sur Perplexity, index américain du web, et que ce soit sur les IA, tout le monde se précipite maintenant pour faire la recherche IA, mais elles les font en anglais, donc pas vers nous. Le web autre qu'anglophone, je parle des Français, mais c'est pareil avec les Espagnols, les Allemands, etc., se porte mal virtuellement, on le voit pas venir pour l'instant, mais méfions-nous parce que c'est en train d'arriver et ça va piquer très 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 fort. Allez, dernière actu de cette revue d'actu et on va partir vers un petit peu de science-fiction. Faut que j'arrête de vous dire ça parce que ce que je vais vous montrer là n'est absolument pas de la science-fiction, mais ça risque de vous faire un petit peu flipper quand même. Allons-y. Ce truc s'appelle VOID. Ah mince, vous allez m'obliger à parler anglais. Video Objects and Interaction Deletion. Bon, allez, je vais arrêter avec l'anglais. Void, c'est un outil IA de retouche d'image. Mais il est parfaitement bluffant, ce truc-là. Il est bluffant à plus d'un titre. Alors, je vais vous montrer le truc, mais je ne sais pas si vous allez voir ce que je ne veux pas vous montrer tout de suite, mais c'est pas grave. Je vais vous le révéler tout de suite. Ce modèle d'IA, en fait, c'est un système avec des modèles d'IA à l'intérieur. Et ce système, il est construit par Netflix. Oui, Netflix se met à faire de l'intelligence artificielle. Netflix, vous voyez où je veux en venir? Vous allez voir très très vite, les amis. Ce système est un petit peu complexe, mais il marche très très bien et il est disponible en open source, c'est-à-dire que vous avez un petit dépôt GitHub, ça c'est la page d'explication du démo GitHub, mais pareil, je vous mettrai les sources officielles du dépôt, etc. Je ne veux pas vous faire de fausses joies, il vous faudra une bécane de niveau entreprise pour faire tourner ce modèle. Là, c'est des petits dessins, ça va, vous allez trouver ça rigolo, mais comprenez avec ces images d'illustration ce que fait ce truc-là. En fait, ce fameux Void, c'est une sorte de pipeline, de workflow, un terme français Renault, de système, voilà, qui passe par plusieurs composants. D'abord, on a un modèle vision langage, c'est-à-dire qu'on lui donne une image, on lui donne en l'occurrence une vidéo, je vous rappelle qu'on est chez Netflix, les copains, donc on lui donne une vidéo, par exemple, c'est sorti d'un tournage, on a fait une grande scène avec je sais pas quel acteur, on est content, et puis dans la scène, il y a des trucs à retoucher. Bon, il y a déjà la petite brique vision langage, donc on donne la vidéo, et la première intelligence
l'intelligence artificielle comprend ce qui se passe dans la vidéo. On comprend qu'il y a une dame qui appuie sur un mixeur, etc., etc., etc. Bref, ça décrit absolument tout. Ça passe ensuite par un deuxième filtre qui est absolument magique et qui marche apparemment très très bien. On l'a un peu symbolisé ici par du vert, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, il va segmenter ce qu'il comprend de l'image. Alors, c'est pas de la vraie compréhension, les amis. Il ne faudrait pas que vous confondiez ça avec les world models sur lesquels travaillent plein de gens sur la planète, notamment Yann Lequin en France, des modèles capables de compréhension du monde physique, mais en fait, dans les effets, on s'en approche. Donc, on a déjà cette deuxième phase qui va essayer de piger que ça, c'est un personnage qui agit, que ça, c'est un objet qui change d'état, que là-bas, c'est le fond qui bouge pas ou qui bouge, mais ça va détecter un petit peu toutes ces couches, tous ces layers là dans l'image. Et ensuite, on va voir notamment quelles sont les zones de chevauchement. On va comprendre que la dame, elle cache le fond qui se trouve derrière, et on va surtout comprendre les régions qui sont physiquement impactées par ce qui se passe. Par exemple, ce qui se passe dans le bol est une conséquence du fait qu'on ait tourné le bouton ici. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'on peut passer ensuite par un troisième filtre qui va pouvoir faire des modifications en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce qui se passe pas, et de pouvoir, comme ça, modifier des choses sans modifier les autres, mais en ayant une sorte de compréhension du causal. C'est-à-dire que là, pour être très clair avec vous, si la dame disparaît, donc je prompte le truc avec Void en disant « enlève la dame », alors il enlève la dame, ça il sait faire, il nous fait le fond. Ça, il y a des outils qui le font très très bien, mais cet outil le fait très très bien aussi, même le fond qu'on ne voyait pas parce qu'il y avait la dame devant. S'il y a un bout de saumon, il y a forcément le reste du saumon qui arrive derrière. Mais en plus, la dame ne touche pas au bouton. Donc, le mixeur ne se met pas en route. Vous comprenez ce truc de causal et vous devez comprendre pourquoi. Alors ça, c'est pas un word model, les amis, ça comprend pas le monde physique. On n'a pas prompté l'IA pour qu'elle pige qu'un mixeur, ça s'actionne comme ça et que les bulles, elles sont comme ça dans le mixeur quand la pale, elle tourne comme ça. Elle n'a pas compris, mais elle a compris qu'il y avait un rapport de cause à effet dans ce système global. C'est pas une IA word model, c'est un système global. Et ce système, il est chez Netflix, les copains. Donc, ça veut dire que demain, vous allez douter de tout. En termes de deepfake, le truc est absolument dingo. Pardon, je ne veux pas vous effrayer avec les deepfakes, mais il faut qu'on en parle quand même parce qu'on l'a vu venir. En termes d'impact sur les métiers aussi, c'est absolument dingue ce truc. Alors, on nous montre, par exemple, voilà, ici, on va enlever les gens et les quilles. Je vous montre juste les exemples parce qu'ils sont parlants pour comprendre le truc. Voilà. J'enlève les gens et j'enlève pas les quilles, j'enlève la boule. Qu'est-ce qui se passe ? Les fanions flottent toujours. Mais les quilles, elles tombent normalement. Mais non, elles tombent pas parce que les mecs ont jamais envoyé la boule dessus. Est-ce que vous comprenez l'autre dimension de ce machin-là qui est quand même absolument super ? Et vous avez bien sûr des trucs de triche, puisque ici, vous avez par exemple une voiture qui roule dans le désert et qui, blam, rentre dans une autre voiture. Vas-y, refais les effets spéciaux. On n'enlève que la voiture. Et en fait, la première voiture, elle dérape dans le sable, mais elle cogne dans rien. Vous voyez, donc il y a une sorte de compréhension alors que le décor est resté absolument identique. Il y a vraiment une compréhension du truc avec une gestion du causal et ce truc existe et ce truc est disponible en open source. Vous pouvez le récupérer. Alors pour le faire tourner, il faut une machine avec du H100 à 50 Go, etc. Enfin, c'est pas possible. Mais dans un studio vidéo, c'est possible. Dans un grand média qui produit de la vidéo, c'est possible. Si on veut fabriquer des deepfakes pour inonder un marché, on peut le faire. Et là, arrêtez de me dire oui, mais on reconnaît parce qu'à un moment, on voit bien qu'il y a les cheveux de la dame qui ont bougé, donc on a dû enlever le mixeur de je sais pas quoi. Non, c'est ce système que je viens de vous décrire. On commence à ne plus rien voir. Et puis, on n'oublie pas que c'est Netflix et que du coup, toutes les productions vidéo qui vont sortir de Netflix, ils auront beaucoup moins besoin de studios, de FX, de gens qui retouchent, de prises nouvelles, d'appeler les gens qui bossent pour leur dire il faut retourner une prise, il n'y a pas besoin. Voire, on va peut-être tout faire avec l'IA désormais. Voilà, vous êtes au courant du truc et l'impact de ce machin-là qui a l'air parfaitement ludique et parfaitement kiffant, et qu'il l'est, c'est vachement bien, ça va permettre à tout le monde de faire des tas de dingueries, mais voilà, allez voir je me lasse pas. Voilà, on met une presse, on met un canard, enlève la presse, et le canard il bouge plus. Bon, après vous avez compris le truc, celui-là je l'ai pas vu, le chat il bouge la plotte, enlève le chat, la plotte elle reste à sa place même si la caméra bouge, etc. Bref, vous avez pigé le truc, vous irez voir tout ça, je vous mettrai les liens. Mais voilà, le monde qu'on est en train de se préparer les amis, c'est génial, très enthousiasmant pour d'autres trucs, et parfaitement flippant, et on n'est pas prêt pour d'autres trucs. Voilà le résumé finalement.
Et voilà, cette revue d'actu, voilà un peu, voilà, qui nous a laissé un peu le temps de faire un petit peu de travail de fond sur tout ce qui se passe en ce moment. J'espère j'espère ne pas vous avoir fait trop flipper avec certaines de ces actus qui sont effectivement flippantes, mais il faut voir les choses en face, comme dit Demis Hassabis. Et puis, il faut vite se construire notre société demain pour pas être débordé. Bravo d'avoir suivi ces actus. Discutez-en autour de vous, de ce qui se passe calmement, posément, mais il faut que tous ensemble, collectivement, voilà, on soit prêt pour ce monde qui est en train de se forger sous nos yeux. Et nous, on a notre mot à dire. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle revue d'actualité web IA Digital Tech sur Renaud Décode.